Bonsoir Raquel Garrido. Merci d'être avec nous ce soir, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On a toujours ces images en direct avec une situation qui est visiblement en train de se calmer. C'est ce que nous disait notre reporter ce soir. On surveille ça évidemment de près avec nos reporters sur le terrain, avec Guillaume Fard ici en plateau. Et on continue cette discussion après le fait d'avoir vu le gouvernement dégainer le 49.3 cet après-midi. Vous n'étiez pas là en plateau, mais je vais résumer d'une phrase ce qu'a dit tout à l'heure Nadia Hay, qui était dire en réalité la gauche, l'extrême gauche a voulu ces images-là, a voulu cette violence-là ce soir. Je ne me trompe pas, vous avez bien dit ça Nadia Hay. Oui, je maintiens. Qu'est-ce que vous répondez à ça Raquel Garrido? J'ai tendance à vous dire la même chose que j'avais dit à Bruce Toussaint le 19 janvier, quand j'ai dit qu'il y avait quand même un peu un problème quand les médias se mettaient à mettre des gros plans sur 3 poubelles en feu ou 3 abribus abîmés, lorsque vous aviez un énorme problème social et démocratique dans le pays. Alors je vous réponds juste tout de suite. Pardon, je vous réponds tout de suite. Que les images de poubelles en feu datent d'il y a déjà plusieurs heures, que votre propre journaliste a dit que c'était calme, donc on peut peut-être se dispenser de ces petites discussions autour de la violence. Attendez. Non, laissez-moi parler une seconde. Je vais vous répondre là-dessus tout de suite. Premièrement, 120 interpellations ce soir. Ça n'était pas arrivé jusqu'à maintenant dans les cortèges. C'est ce que nous avons dit. C'est peut-être qu'il se passe quelque chose de particulier. Ce soir, vous confirmez effectivement, notre reporter a bien dit que les choses étaient en train de se calmer. Et hélas, ce ne sont pas 3 poubelles brûlées dans les rues de Paris. Les images que nous avons depuis tout à l'heure sont un peu plus que 3 poubelles brûlées. Voilà, les choses sont dites. Mais encore une fois, ce qui était dit tout à l'heure, c'est que ces scènes-là, vous les avez voulues. C'est ce que disait Nadia Hay. Je pense qu'il y a une aspiration démocratique qui s'exprime dans ce pays depuis maintenant au moins 2 mois, une aspiration à ce que la volonté générale soit la loi, voilà, parce que c'est le principe républicain qui nous unit. Et évidemment, ce qui se passe ce soir, c'est un moment important, je pense historique même, dans la vie de notre pays, parce que à la crise sociale et donc à la révolte contre la retraite à 64 ans, on rajoute maintenant la revendication démocratique contre le 49.3. Si vous avez des mobilisations ce soir dans un tas de villes moyennes, un peu partout dans les régions qui sont spontanées ou qui avaient été prévues par les syndicats, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens ce soir dans les rues, dans ce pays. Et attendez, c'est juste une bonne façon de manifester ces revendications, les images que vous voyez là. Jamel, je ne sais même pas moi qui met le feu aux poubelles, d'accord. Hier soir, j'ai marché de l'Assemblée nationale à la Madeleine, rue Royale. Il y avait des poubelles qui avaient été incendiées avec des gros autocollants. Merci Hidalgo dessus. Les 120 interpellations, elles ne sont pas sorties de nulle part. Est-ce que c'est une bonne façon de manifester cette revendication démocratique? Arrêtez avec ça. J'ai vu plein de fois des nassages, des interpellations massives qui le lendemain tout le monde était relâché parce qu'il n'y avait rien. D'accord. Écoutez votre propre journaliste, elle vient de vous le dire. La journaliste de BFM, alors il faudrait savoir si vous croyez les journalistes de BFM, vient de vous dire que c'était calme. Oui, et à l'instant T. On vient de nous dire que c'était calme, ça fait 3 heures qu'on explique qu'effectivement il y a ces violences et il y a ces voitures qui brûlent, ces poubelles qui brûlent aussi. Les syndicats ont prévenu. On dit ce qui se passe en fait. Les syndicats ont prévenu le gouvernement sur tous les tons du risque de blocage s'il y avait le 49.3, s'il y avait le passage en force. Vous ne pouvez pas impunément piétiner les Français et leurs représentants et penser vous en sortir à bon compte. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut écouter cette aspiration démocratique. C'est la France ici. C'est le peuple qui a arraché la souveraineté de la tête du roi pour la prendre entre les mains du peuple. C'est la Révolution française, c'est l'histoire de notre Marseillaise. Précise une chose, pardon Raquel Garrido, parce que ces images nous arrivent à l'instant. Là, on est à Rennes, Ille-et-Vilaine, avec également des violences ce soir du côté de Rennes. Pas encore de chiffres, en tout cas moi je ne les ai pas encore de chiffres d'interpellation du côté de Rennes. Mais visiblement ça a été tendu avec aussi l'intervention des forces de l'ordre, des gaz lacrymogènes et un certain nombre de jets face aux forces de l'ordre. Voilà pour ces images de Rennes qui nous arrivent. Images enregistrées, on n'est pas en direct et c'est systématiquement précisé. Natacha Polony, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir parce qu'en effet, il est extrêmement regrettable que des éléments radicaux se manifestent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, il y avait une responsabilité immense du mouvement social. Simplement, ce qui est regrettable aussi, c'est qu'on a sur ce plateau 2 représentantes de 2 courants politiques qui ont fait en sorte qu'on n'en arrive pas au vote à l'Assemblée. C'est-à-dire la NUPES par l'obstruction et Renaissance
par ce choix du gouvernement, finalement, de ne pas aller au vote. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris le risque du vote démocratique, ni les uns, ni les autres. Et Dieu sait que je pense que cette réforme est une absurdité et que ça aurait été très embêtant que la représentation nationale vote cette réforme. Je pense que c'était une mauvaise chose. Pour autant, si ça avait été le cas, eh bien, ça aurait été... disons, une expression de la démocratie représentative. Ce qui pose problème, là, c'est en effet que la démocratie représentative a été contournée et que le peuple français n'a pas été écouté alors qu'il s'est exprimé longuement et dignement. Alors attendez, vous allez pouvoir toutes les deux répondre, évidemment, puisque vous êtes toutes les deux mises en cause par Natacha Polony. Nadia, vous commencez. Oui, alors d'abord, je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer ce que c'est que la Constitution, et certainement pas à vous, Madame Guérido, qui quand même, je crois, qui est une spécialiste du droit. Et le 49.3 est un article de notre Constitution de la Ve République. Et donc, l'utilisation, l'usage du 49.3 n'est pas un outil antidémocratique. C'est quand il y a une situation de blocage pour passer des réformes. Je vous rappelle juste que Michel Rocard l'a utilisé à 28 reprises. Pour faire le RSA et le RMI. Non, mais attendez. Et la CSG. Non, voilà. et puis il a été utilisé dans d'autres occasions pour passer des réformes aussi dans notre pays. Maintenant, juste vous dire que le fait de ne pas dénoncer ces violences, je vous le dis très sincèrement comme je le pense, de manière très franche et assez calme. Mais je pense que c'est les cautionner, Madame Garrido. Cautionner ces violences quand on ne les dénonce pas. Et ça, je crois que pour des représentants du peuple que nous sommes, il n'est pas permis justement d'accepter ce type de violence et ces dégradations qui sont condamnées par les responsables syndicaux eux-mêmes. Donc vraiment là-dessus, je pense qu'il faut faire un peu la part des choses entre les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et le chaos qui est semé aujourd'hui dans notre pays. Mais en vérité, je vous dis ça, mais je ne suis pas étonnée de ce type de réaction face à ces violences. Parce que le chaos, c'est ce que vous avez voulu instaurer au sein de l'Assemblée nationale par une obstruction claire et nette sur ce texte qui nous a empêchés d'avoir un débat démocratique digne de notre représentation nationale. Et juste pour terminer, le chaos dans l'hémicycle, vous avez essayé de l'instaurer aujourd'hui où on avait une première ministre qui était en face de nous et nous n'étions pas capables d'écouter un seul mot de ce qu'elle a dit. Raquel Garrido, vos réponses, s'il vous plaît, Nadia. Raquel Garrido. Du chaos que vous souhaitez instaurer. C'est piquant de valoriser le principe de débat lorsqu'on a accepté un 49.3. Mais je reviens à la question de la délibération à l'Assemblée nationale. Et effectivement, Natacha Polony, vous connaissez trop bien le déséquilibre qui existe dans la Ve République entre l'exécutif et le Parlement pour accuser les parlementaires du défaut de la qualité délibérative. Le 47.1, et je termine, ce n'est pas rien. Quand vous utilisez un véhicule, un article de la loi qui en plus est inconstitutionnel, je rappelle, ce n'est pas un texte budgétaire, d'accord ? Là, une des choses, et je le note, c'est pas rien, une des choses qui peut empêcher la promulgation de la loi, c'est quand même le fait que le Conseil constitutionnel peut déclarer inconstitutionnelle la loi retraite. Je rappelle que Laurent Fabius l'a dit, il a prévenu que le fondement constitutionnel du 47.1 était pour le moins fragile et que s'il n'y avait pas de vote dans les deux chambres, il voyait mal comment il pouvait déclarer constitutionnelle cette loi. Madame Garrido, pardon, alors là excusez-moi, mais vous mettez des propos dans la bouche de Laurent Fabius. On parle en l'occurrence d'un propos rapporté sur le fait que le Conseil constitutionnel serait vigilant. Laurent Fabius n'a jamais dit publiquement qu'il ne voyait pas comment ça pouvait être constitutionnel. Ça a été rapporté dans le Canard enchaîné. Ah ben voilà, donc déjà... Donc vous le mettez en doute ? Je ne mets pas en doute, je précise juste extrêmement précisément de quoi il enlève et pas d'une déclaration publique et pas d'une sorte d'évidence d'inconstitutionnalité, juste pour que sur les faits. Là, on est juste sur les faits. Alors, je vais vous rassurer puisque moi, je suis pas inquiet. Je parle des faits. Attendez, il y a aussi une analyse juridique faite par le Conseil d'État que le gouvernement a refusé de donner aux parlementaires, que mon collègue Jérôme Gage a dû aller chercher par la contrainte au secrétariat général, et cette note dit effectivement noir sur blanc qu'il y a des doutes très importants sur le fait de savoir si cette loi retraite est effectivement un PLFR SS. Donc ça c'est un aspect pour dire que au final le 47.1 c'est pas nous. Nous on a subi le temps contraint. Après on peut débattre de savoir s'il fallait aller à l'examen de l'article 7, etc. Il y avait débat au sein de la NUPES et il y avait débat chez les Insoumis. Absolument. Pardon, mais soyons soyons honnêtes. Vous avez pas fait d'obstruction. Pardonnez-moi. Soyons honnêtes. Vous avez fait de l'obstruction. C'est Mathilde Panot qui l'a dit, Raquel Garrido. Soyons honnêtes. Combien même on aurait déposé 0 amendement qu'avec le 47.1, on ne pouvait pas examiner correctement les 21 articles. Ce n'était pas conçu pour ça. Pourquoi le gouvernement a fait le 47.1 ?
pour le temps contraint. Au Sénat, ils ont réussi. Au Sénat, ils ont réussi. Non, ils ont fait ce vote bloqué à la fin. Ils ont utilisé le règlement, l'article 38, Parce pour qu'il y avait de les l'obstruction amendements. de la part Non, des ça députés s'appelle de la des gauche et amendements. d'extrême Bref. gauche. On va pas Non, pardonnez-moi. on va pas refaire le match, On va pas effectivement, refaire le match et on va parce rester que- sur la situation de ce soir. Exactement. Ça La justifie situation ses est laquelle propos elle est. aussi, Pardon. madame La la situation elle est limpide. Ça C'est-à-dire fait 2 mois que vous dites que vous voulez justement débattre, examiner, voter. Oui, Et vous ce nous- soir vous avez nous empêché avez le empêché. vote. Donc vous pouvez Nous dire avez que vous empêché vouliez le le vote. débat. C'est vous qui l'avez empêché. Non, Bon. et Et maintenant dites les Français pas que si on vous avait laissé regardent. 4 mois, si on avait laissé 4 mois supplémentaires, Madame Garrido, et ne pas utiliser le 47.1, qu'on aurait pu avoir un débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Ne laissez bon, pas pourquoi croire ça aux Français, parce que vous êtes parti du principe dès les premières minutes de discussion de ce texte, que ce soit en commission ou que ce soit à l'Assemblée, vous êtes parti du principe que vous alliez bloquer, que vous n'alliez pas permettre Nadia ce débat Hay, démocratique Nadia Hay. comme vous l'avez fait en 2019, Madame Garrido. Moi, j'y étais. Nadia, est-ce que vous Voilà. savez, Je vous dis- est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y a écrit dans l'article 49.3 de la Constitution? Il y a écrit dans cet article qui est infâme qu'on peut considérer comme adopté une loi qui ne l'a pas été. C'est un article qui n'arrive pas aux standards démocratiques dans la plupart des pays démocratiques. Cet article ne devrait même pas exister. Et donc, ce qui a lieu ce soir, c'est qu'effectivement, les gens qui sont à 80% contre la retraite à 64 ans, maintenant commencent à On est se en dessous de mobiliser. 80%, on va pas rajouter à chaque fois. Il y a, Non, des- c'est il y a du, 70. il y a du Non, monde, mais mais on est un peu en dessous de Alors 70. 93% des actifs, si vous voulez un autre chiffre. Et maintenant, passez les gens un peu de temps à rajoutent vous dans dire leur qu'ils banderole, partiront à en plus 64 de ans. 64 ans, c'est non. C'est 49.3, c'est non. Alors, attendez, donc, je fais juste une donc petite moi, je pause. dis non à la violence. Et je veux juste terminer parce que puisque d'un j'ai mot. été... Ah, merci. Vraiment, là, pour le coup, vous dites non à la Je violence. suis... Là, vous condamnez. Alors attendez, je suis fondamentalement pour une modalité pacifique de règlement du conflit. Mais, je le dis tout net, si on passe pas pacifiquement à la 6e République, si on change pas pacifiquement de régime politique, Mais il y a eu un- vous allez Attendez, continuer. non, 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 2022, Madame Nadia Garrido, Hay- vous n'allez pas les contester quand même. Vous portiez dans votre programme de Jean-Luc Mélenchon la 6e République. Oui. Les Français ont dit non. Écoutez, nous avions toutes les deux fait campagne, certes pour un candidat différent, mais ils ont dit non au vôtre, ils ont dit oui au mien. Attention, Madame Garrido. Écoutez, donc la 6e République a été refusée par les Français. Acceptez le Il y a vote un et le chiffre scrutin ce soir, une public. nouvelle étude, Et la 70% démocratie, des Français sont contre heureusement l'usage que du nous avons des 49.3. échéances Est-ce électorales que vous assez pensez régulières. sérieusement que les Français sont pour le S'il vous plaît, 49.3? une toute J'ai pas petite dit pause. ça, madame. Une Alors, toute on petite peut le pause. supprimer. S'il vous plaît, une toute petite pause. On retrouve son calme, évidemment. Je vous remercie Nadia Hay d'avoir été avec nous ce soir. Les invités tournent. Il y a du monde qui passe ce soir. On est évidemment en direct dans cette édition spéciale sur BFM TV. Merci à vous d'avoir été avec nous. La parole à Pauline Simonet qui la réclame pour poser une question à Raquel Garrido. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se dit du côté de la presse internationale. J'ai regardé du côté des Espagnols, des Italiens, des Belges, des Suisses et aussi des Américains. Et en fait, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fin de la présidence d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'en actionnant le 49.3, eh bien, il a appuyé sur le bouton nucléaire, c'est le terme qui est utilisé globalement dans la presse internationale, qui finalement va entraîner des flambées de violence, des flambées de contestation sociale. Et ce qui se dit, notamment, il y a le New York Times qui a une image assez parlante en disant que finalement, quand on voit ces manifestants sur la place de la Concorde, où Louis XVI et Marie-Antoinette, c'est l'analogie qui est utilisée du New York Times, forcément. qui ont été décapités. Les manifestants, évidemment, ne viennent pas demander la même chose à Emmanuel Macron, mais viennent lui dire que c'est la fin de la présidence. Parce que la motion de censure soit votée ou pas, Emmanuel Macron, finalement, aura les pieds et poings liés après avoir actionné ce 49.3. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la présidence d'Emmanuel Macron ? Je pense même que c'est le début de la fin du concept de président de la République. Je pense que c'est le début de la fin de la monarchie présidentielle. Ce régime-là de la 5e République et la Constitution de 58 est en train de vivre ses derniers jours. Et donc on a tous l'obligation, les démocrates et les républicains, de se mettre maintenant autour de la table et de déclencher dans la société française une réflexion profonde sur ce que nous voulons comme nouveau régime. Et il faut le faire pacifiquement, je le dis sincèrement. D'ailleurs, nous avons commencé à la NUPES, dans un groupe de travail, une série d'auditions, parce qu'on veut lancer ce travail-là. On ne pourra pas maintenir cette fonction présidentielle d'un homme seul qui décide contre tout et contre tout le monde. J'ai parlé aussi à la presse internationale aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'Assemblée nationale pour observer ce qui se passait, mais cette image de l'Élysée qui 10 minutes avant un vote, depuis l'Élysée, c'est-à-dire la décision n'a pas été communiquée par exemple depuis Matignon, depuis l'Élysée qui annonce qu'il n'y aura pas de vote.
Mais je veux dire, il y a dans aucun pays démocratique, en tout cas pas dans l'Union européenne, ça rentre dans les standards démocratiques. Dans toutes les démocraties que nous connaissons, ça existe le pouvoir de dissolution, il y a certains pouvoirs de contrainte sur l'Assemblée nationale, mais qui sont mutuels, c'est-à-dire ce sont des chambres qui peuvent à la fois enlever le Premier ministre et puis finalement changer les gouvernants. Ce n'est pas le cas pour le président de la République en France. C'est vraiment une constitution qui est sui generis par rapport à tous les grands pays démocratiques. Comment vous continuez le mouvement s'il n'y a pas de motion de censure qui soit votée? Comment est-ce que vous continuez le mouvement concrètement? D'abord, trois choses peuvent empêcher la promulgation rapide. On a dit la motion de censure, la saisine du Conseil constitutionnel et aussi le déclenchement d'un référendum d'initiative partagée. Parce que si effectivement les Français, il y a une aspiration démocratique à essayer, du moins tenter de réunir ces 5 millions de signatures, je ne sais pas à nous les députés de l'empêcher. Donc il pourrait y avoir un référendum d'initiative partagée et à ce moment-là, il faut au moins 9 mois avant la promulgation. Ça c'est pour ce qui est institutionnel. Et puis il y a la rue, pardon, mais maintenant le fait que les syndicats, y compris ceux qui étaient prêts à accepter un vote parlementaire, la CFE, CGC, etc., continuent à appeler aux mobilisations et que ces mobilisations, au-delà de la nature sociale, adoptent la nature démocratique, sont de la nature effectivement aussi à faire retirer la loi par Macron. Vous mettez en cause ce soir Emmanuel Macron, vous mettez en cause ce soir la manière dont les choses se sont faites aujourd'hui. Emmanuel Macron et le gouvernement ont respecté la Constitution à la lettre, encore une fois aujourd'hui, ont respecté un processus qui a été utilisé 100 fois pile poil le 49-3 depuis le début de la Ve République. D'une certaine manière, rien de neuf sous le soleil par rapport à ça. Eh bien, c'est peut-être la 100e fois qui est la fois de trop. Vous voyez, c'est précisément parce que c'est super légal que ça génère une frustration démocratique terrible dans le pays et que la conséquence logique, c'est qu'il va falloir changer de constitution. Mais changer de constitution, ça se fait pas sur un coin de table, ça se fait pas de façon autoritaire, c'est pas un président qui décide de tout changer. C'est un mouvement profond dans la société, dans lequel il faut être ouvert. Et il faut chercher à trouver des grandes majorités pour changer pacifiquement de régime, passer à la 6e République, en définir les contours, en se respectant les uns les autres et en respectant la démocratie comme étant quand même quelque chose qui est précieux à nos yeux. La façon dont les syndicats ont été traités depuis 2 mois n'est pas compatible avec nos principes démocratiques. La façon dont l'Assemblée nationale est traitée n'est pas compatible. Donc, constitutionnel, tout à fait, démocratique, ça se discute. Donc, voilà. Là où il y a un hiatus et un gouffre, c'est entre l'image que vous donnez ce soir de calme, de tempérance, et ce qu'on a vu cet après-midi avec un immense chahut à l'Assemblée au moment où précisément Elisabeth Borne voulait déclencher le 49.3 et essayer de prononcer son discours. Il y a un gouffre entre l'image que vous donnez ce soir et le bazar que vous avez encore mis cet après-midi à l'Assemblée. J'estime que chanter la Marseillaise en pareille circonstance, c'est pas exactement du bazar. Empêcher la Première ministre de parler, il y a une solennité dans notre champ patriotique. Il y a une solennité dans notre champ patriotique qui est un symbole fort, je pense. Alors, nous avions 2 pancartes, une qui disait 64 ans c'est non, l'autre qui disait démocratie. Tout simplement. Il n'y a pas eu, au-delà de nos champs d'expression, de vocifération, etc., on est quand même resté à l'épure de ce qu'on avait décidé. C'est-à-dire, on avait décidé que s'il y avait... Donc les démissions, on les a inventées. Bon, moi, je les ai pas entendus. En tout cas, ils n'étaient pas prévus. Ce qu'on avait prévu, c'était de ça, ces petites affichettes, et puis la Marseillaise. Parce on savait pas. D'abord, on était comme tout le monde, comme vous, tout le monde. On ne savait pas s'il allait y avoir 49.3. Et à vrai dire, ça a quand même surpris la plupart des députés. C'est-à-dire 5 minutes ou 10 minutes avant, quand vous parliez par exemple avec les députés MoDem, ils étaient encore en train de dénoncer l'usage du 49.3 5 minutes avant. Donc là, tout le monde a été pris de court et c'est vrai que ce chant, la Marseillaise, ils nous ont fait le coup la dernière fois, les macronistes, de se mettre à chanter quand on avait terminé les débats. Et donc on s'est dit, finalement, c'est vrai, cette Marseillaise, elle parle du moment où le peuple français a inventé la République, a arraché la souveraineté de la tête du monarque pour la prendre entre les mains du peuple. C'est ce symbole de la place de la Concorde. Natacha, d'un mot. On y est. Et ensuite, j'ai d'autres images à vous montrer, Natacha. D'un mot, quand on parle de cet article 49.3, il faut peut-être revenir à l'histoire de la Ve République, juste rapidement. C'est-à-dire que, d'abord, cet article-là
entre dans le cadre d'une constitution qui est une constitution qui voulait mettre fin aux guéguerres de ce que De Gaulle appelait le régime des partis. C'est-à-dire que ce qu'il visait, c'était pas la possibilité de museler le peuple, c'était la possibilité pour l'exécutif de dépasser les tensions entre les partis politiques et les petites, on va dire les intérêts mesquins qu'il considérait, qu'il voyait dans ces partis politiques. Deuxième chose, ça rentre dans le cadre d'une constitution où il y a l'usage du référendum aussi, et c'est un équilibre global. C'est-à-dire qu'en permanence, l'exécutif doit remettre en jeu sa légitimité. Or, le problème, c'est que nous avons une pratique de la Ve République facilitée par les différentes modifications constitutionnelles qui fait qu'aujourd'hui, on utilise cette constitution pour gouverner contre le peuple, même quand il n'y a plus de légitimité, puisque le peuple est farouchement contre une décision. Et c'est là où on met en danger la démocratie, puisqu'on donne l'impression qu'il y a un pouvoir qui peut se maintenir et qui n'est plus au service du peuple, mais contre lui. C'est pour ça que cet usage du 49.3 ne se joue pas de la même manière aujourd'hui que quand il a été pensé, et c'est pour ça que la question du référendum doit être posée. Benjamin. D'un mot, on a eu cet échange. On peut avoir une question sur le 49.3. Et Raquel Garrido, vous avez raison, dans la plupart des démocraties libérales européennes, on doit nous regarder un petit peu avec des gros yeux sur la façon dont ça s'est passé. Maintenant, si on veut faire un exposé tout à fait complet du 49.3, le principe du 49.3, c'est on engage la responsabilité sans vote, et si une majorité alternative émerge, elle est capable non seulement de faire tomber le texte de loi qui est contesté, mais de faire tomber le gouvernement. Donc, on peut considérer qu'il y a un déséquilibre démocratique avec l'usage du 49.3. Un certain nombre de responsables politiques ont proposé de l'interdire, d'ailleurs. Même Manuel Valls, à l'occasion de la primaire socialiste de 2017, après l'avoir lui-même utilisé. Mais il faut faire cet exposé complet. Et la réalité aussi, sans doute, de ce qui va se passer lundi, si c'est le jour de discussion des motions de censure, c'est que cette majorité alternative, elle n'existe pas. Soit parce qu'il n'y a pas d'accord entre les oppositions sur des projets alternatifs. 2, parce que les députés les Républicains qui ont été capables de mettre en échec le projet de réforme des retraites ne sont pas suffisants pour soutenir une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Sans doute pour des raisons assez politiciennes, parce qu'ils n'ont pas envie de retourner aux urnes, parce qu'ils savent que déjà après le score de Valérie Pécresse, 4,7% à l'élection présidentielle, ils se disent que ce sont des miraculés. Donc voilà, sur le 49.3, il faut quand même non plus, il faut faire un exposé un peu global et pas laisser seulement entendre que c'est un passage en force et qu'il n'y a pas de contrepoids. Raquel Garrido d'être passée par le plateau de Est-ce que je peux juste répondre vite fait D'un mot alors, s'il vous plaît. En fait, mais on est quand même d'accord sur le fait que ce qui va être voté lundi, c'est pas la loi sur les retraites. Et à partir de ce moment-là, quel que soit le pouvoir qu'on a de renverser le gouvernement, si la motion est adoptée, la réforme tombe. Non, mais sauf que c'est pas la loi qui est votée. Et donc, en fait, la question qui est posée, c'est est-ce qu'Elisabeth Borne doit encore être première ministre? C'est la seule question qui est posée dans une motion de censure. Et alors, à ce moment-là, moi, j'attends de voir comment vont réagir ces députés LR qui viennent de mettre un scud terrible à ce gouvernement, qui l'ont fragilisé objectivement. Pourquoi? Pour aller la sauver 3 jours après. Là, il y a une incohérence, je pense, sur lesquelles ces députés LR vont devoir réfléchir d'ici au vote sur la motion de censure. Merci Raquel Garrido d'avoir été avec nous.